L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Dans les deux empires, allemand et austro-hongrois, la quasi-totalité, ou en tous les cas beaucoup de juifs, sont favorables à l'intégration. Qui refuse cette intégration? Les juifs orthodoxes et religieux. En Allemagne, on les trouve surtout dans les provinces polonaises de Poméranie et de Poznanie. En Autriche-Hongrie, essentiellement en Galicie et en Transylvanie. Eux veulent rester juifs comme leurs parents, leurs grands-parents, dans le Shtetl, avec l'autonomie religieuse et ne cherchent en aucun cas à s'intégrer. Ils sont malgré tout relativement minoritaires, mais ils constituent un poids réel dans les communautés juives, et il faut tenir compte de leur existence, notamment en Galicie, où l'intégration est pratiquement impossible en raison de l'antisémitisme virulent de la population polonaise. À côté d'eux, il y a des mouvements bundistes qui refusent également l'intégration pure et simple, qui demandent une autonomie culturelle juive. On les trouve surtout dans l'Empire russe, mais également dans l'Empire austro-hongrois en Galicie, où beaucoup de jeunes intellectuels et de milieux ouvriers veulent marquer leur autonomie par rapport aux populations environnantes en pratiquant le yiddish et en demandant une autonomie culturelle pour les juifs, l'égalité des droits qu'ils ont, mais en même temps une autonomie culturelle fondée sur la culture et la langue yiddish. C'est surtout dans l'Empire russe, comme je vous l'ai dit, qu'on les trouve, mais en Autriche-Hongrie aussi, pas en Allemagne. La quasi-totalité des juifs allemands parlent l'allemand et pas le yiddish, qui est abandonné très vite, sauf un peu à l'est de l'Oder ou de la Neisse, donc en Poznanie, et encore. Il y a un troisième mouvement qui refuse l'intégration, ce sont les sionistes. Les dirigeants sionistes sont pour beaucoup des Hongrois, des juifs hongrois, pour les premiers, et ensuite des juifs allemands. Le premier des sionistes politiques, parce qu'il y a des sionistes en Russie, notamment du côté d'Odessa, mais le sionisme politique, c'est Theodor Herzl, et Theodor Herzl est né à Budapest, il vit à Vienne, où il est journaliste à la Neue Freie Presse, et il écrit des pièces de théâtre, et puis il est envoyé à Paris comme correspondant. Il assiste, on le sait, à la dégradation du capitaine Dreyfus à la fin de 1894, et il revient de là persuadé que il n'y a pas d'avenir pour les juifs en diaspora, il faut recréer un État juif. En fait, l'affaire Dreyfus est un déclencheur pour lui, mais il pensait à cela depuis plus longtemps. Il ne faut pas tomber dans la légende où tout d'un coup, Herzl serait saisi, comme par miracle, de l'idée sioniste en voyant Dreyfus dégradé. Il savait que les juifs en Allemagne et en Autriche étaient chassés des confréries étudiantes, que beaucoup de portes leur étaient fermées dans l'armée ou la haute fonction publique, et il pensait à cela depuis longtemps, mais il s'en rend compte en France, parce que la France était le modèle pour tous les juifs intégrés, et donc si même en France un antisémitisme virulent peut naître, eh bien on s'aperçoit donc qu'on ne peut pas faire confiance à l'intégration, et qu'il faut retourner à l'idée d'un État juif, qui plus est en Palestine. Donc le premier sioniste, c'est un juif hongrois. Le second,
c'est Max Nordau qui accepte de suivre Herzl. Nordau est né à Budapest, mais il vit en France, où il exerce la profession de médecin et de psychiatre, et il est d'une culture étendue. Il parle naturellement français, il parle naturellement allemand, il parle hongrois, mais il accepte de seconder Herzl. Herzl va donc créer le mouvement sioniste à Bâle en 1897, congrès sioniste qui a lieu à Bâle parce que il ne peut pas avoir lieu à Munich, les juifs allemands refusant un congrès sioniste. Eux, dans leur très grande majorité, ce qui les intéresse, c'est l'intégration à l'Allemagne. Donc, les congrès sionistes vont se tenir pendant longtemps à Bâle, à Londres, à Amsterdam, avant de pouvoir se tenir à Vienne et encore moins en Allemagne. Mais, à la mort de Herzl, pourtant, ce sont des juifs allemands qui vont prendre la direction du mouvement. Ça va être Wolfson, qui est né en Lituanie, mais qui vit en Allemagne, à Cologne, où il est commerçant, riche commerçant, notamment en philatélie et en bois aussi. Et Wolfson vit à Cologne et va diriger le mouvement sioniste jusque dans les années 1910, au début des années 1910, pendant donc 6 ans, et va être un excellent organisateur. C'est un autre Allemand qui va lui succéder, un professeur de physiologie et de botanique, Warburg, sans que pour autant la majorité des Allemands se tourne vers le sionisme à l'époque, mais Warburg va continuer le travail de Herzl et de Wolfson, et le siège du mouvement sioniste, ce sera essentiellement à Berlin et à Vienne qu'on trouvera les principaux sièges de l'organisation sioniste. Donc, les juifs allemands, les juifs autrichiens, c'est différent, mais les juifs allemands sont pas sionistes. Les juifs autrichiens eux-mêmes, pas trop, mais on trouve effectivement des sionistes en Hongrie et des sionistes religieux en Galicie et en Transylvanie. Les juifs roumains sont également sionistes et sionistes religieux. Et donc, si la majorité des sionistes se recrutent dans l'Empire russe, malgré tout, le mouvement existe dans l'Empire allemand et surtout dans l'Empire austro-hongrois, les Allemands, comme je vous l'ai dit, étant beaucoup plus tièdes à l'égard du sionisme. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.